En Europe, c'est pas qu'on est naïf, c'est qu'en fait, on n'a pas les moyens de réguler de manière plus stricte. On n'a pas le contre-pouvoir, on n'est pas producteur de technologie. Enfin, si, on est producteur de technologie, mais on les utilise pas. Si on parle d'IA à usage militaire, là, on parle plutôt d'acteurs de la tech, des producteurs de technologie qui rendent dépendants les États via des marchés. Mais c'est pas seulement faire de l'open source pour faire de l'open source, pour faire du logiciel libre, c'est du logiciel ouvert dans le sens, j'en fais quelque chose qui centralise les usages, qui permet de sortir des dépendances d'usages qu'on a pour en créer d'autres, certes, mais d'autres qui soient moins sujettes en fait au capitalisme de surveillance, quoi. C'est toujours assez drôle de voir les États-Unis attaquer TikTok pour exactement la même chose que ce qu'ils font ailleurs, c'est-à-dire la surveillance, voilà. Si j'avais vraiment les mains libres et le pouvoir au niveau européen, je commencerais en effet par faire un premier audit, aller voir quelles initiatives fonctionnent et les faire grandir au niveau européen. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibaut derrière le micro est toujours accompagné des deux fantastiques Cyril et Mick. Bonjour, bonjour. Salut. Alors moi aussi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation, Scribe, mais ce n'est pas vraiment le sujet. En revanche, je m'interroge beaucoup si la tech a une bonne ou une mauvaise influence sur la géopolitique de notre monde. Conflits multiples, cyberattaques, généralisées, smart city, fake news ou encore l'usage des salles à système d'armes létales autonomes. Il semblerait que tous les pans de notre société soient résolument tournés vers la tech. Est-ce bon signe ? Ouais, je sais pas trop. Ultra-dominance des big tech, dépendance forte aux composants asiatiques, affrontement sur les déploiements de réseaux sociaux, le fameux TikTok. Oui, deux mondes s'affrontent, les US et la Chine, et au milieu, l'Europe. Avec quelle attitude ? Oui, l'influence tech de ces deux places, US-Chine, nous met dans une position pas forcément confortable. Mais est-ce grave ? Je sais pas, mais c'est pas complètement rassurant non plus. Et du côté de nos politiques, aux US, nous avons un candidat qui veut qu'un patron des big tech fasse un audit du gouvernement. Hello Elon. Côté Chine, nous avons aussi un des patrons de la plus grande entreprise qui s'est montré, dirons-nous, quelque peu critique face au gouvernement et qui a pris, on va le dire là encore, une retraite anticipée. Jack, si tu nous entends. Et puis, il y a l'Europe qui reçoit tous les patrons au même titre que n'importe quel chef d'État. Mais qui est aux manettes du gouvernement ? Est-ce le gouvernement ou les big tech ? A-t-on en France, en Europe, les moyens de peser sur le débat de la tech ? Quel est le super pouvoir de l'Europe qui nous permettrait d'entrer dans le game de la tech et de peser dans les débats ? Oui, dans la diplomatie, il faut bien avoir des cartes en main pour jouer. Ah ouais, ça en fait des questions, mon Thibaut, dis donc. Un paquet, ouais. Ouais, je sais, c'est clair. Et c'est bien pour ça qu'on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Ophélie Coelho, chercheuse indépendante, spécialisée en géopolitique du numérique, membre du conseil scientifique de l'Observatoire de l'éthique publique et associée au Centre Internet des sociétés, conférencière et auteure notamment du livre Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant, publié en 2023 aux éditions de l'Atelier. Et avec elle, je vous propose de réfléchir, d'aiguiser votre esprit critique autour de 3 thèmes. Géopolitech. Ouais, c'est mon petit jeu de mots à moi pour dire géopolitique de la tech. C'est beau. C'est quoi la géopolitique de la tech ? La géopolitech. Justement. La géopolitech. Réponse. C'est pas mal. Fin d'émission. Merci, au revoir. Merci. Et la tech, est-ce un instrument des États ? Et puis le troisième point, quelle est la géopolitique des entreprises de la tech ? Bien entendu, vous retrouverez également 2 chroniques passionnantes avec la tech entre les lignes de Louis de Diesbach qui a un petit message pour notre invité. La philothèque, vous allez voyager, c'est juste génial. Et comme vous en avez l'habitude, après notre 3e partie, ne partez pas sans écouter notre débrief qui se clôture avec une petite citation dont vous m'en direz des nouvelles et elle pose là un petit peu le regard sur notre épisode. Et allons accueillir notre invité. Bonjour Ophélie. Bonjour. Bonjour. Salut Ophélie. Salut. Comme tu nous fais l'amitié de venir dans nos studios, dans notre studio, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. Génial. Même sans ça, on aurait tutoyé, Ouais, mais il faut vraiment dire que c'est En super général, cool quand même. que tu sois dans notre studio. Mais Le oui, de mais Van c'est en pour est ça. que évidemment. plus riche. C'est top. Toi, tu tutoies direct, tu poses pas la Avis à vie. tous les prochains Ah bah elle a dit invités. oui, on peut y aller. Oui, non, mais d'accord, ok. Allez. Parce que quoi qu'il arrive, on l'aurait tutoyé. D'accord, ok. Bon, commençons notre grand entretien, Ophélie. Merci. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
Alors Ophélie, quand on entend géopolitique, on entend d'un côté géographie, parce que je doute que ce soit géométrie, et politique de l'autre côté. Bref, on devine que c'est une science qui étudie les rapports entre la géographie des États et leur politique, mais on entend surtout en creux les rapports de force entre États liés à leur position géographique sur le globe, elles-mêmes liées à des enjeux économiques, comme par exemple l'exploitation des ressources naturelles, etc. Mais alors, comment la tech se fait-elle levier d'influence géopolitique ? Existe-t-elle véritablement, Ophélie, cette fameuse géopolitech de notre ami Thibaut ? Alors c'est une question très intéressante pour démarrer. Donc oui, en effet, la géopolitique, c'est l'étude des relations de pouvoir entre d'abord à la base traditionnellement des acteurs étatiques sur un territoire, sur des territoires. Et donc ça associe à la fois la géographie, l'étude géographique, l'approche géographique et les relations internationales. Mais en ce qui concerne en fait les industries technologiques et notamment dans le numérique, évidemment, on voit l'apparition progressivement en fait au XXe siècle, depuis le milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, l'apparition, la progression des multinationales, ces grandes entreprises transnationales qui prennent de plus en plus de place sur le terrain international et qui fait que du coup on peut parler d'une géopolitique, en l'occurrence du numérique, qui intègre évidemment les acteurs technologiques, des acteurs privés. C'est-à-dire que donc la mondialisation globalement a créé une géopolitique différente de la période précédente, et depuis le début de cette mondialisation, il y a eu plusieurs types d'industries qui sont venues se percuter, challenger les économies d'un territoire, d'un autre, d'un autre bloc, et puis le numérique. Donc ce serait quoi la principale différence en termes d'équilibre des différents blocs à l'échelle de la planète depuis le numérique? Alors, est-ce que l'équilibre a vraiment changé avec la tech ? En fait, il faut vraiment, il y a plusieurs périodes à tout ça. Mais bon, ce qu'on peut vraiment retenir, et ça, toutes les personnes qui, de toute façon, travaillent de manière générale sur la géopolitique, même pas géopolitique du numérique, après la Seconde Guerre mondiale, donc la montée en puissance de la suprématie américaine. Et en effet, la technologie numérique va participer, que ce soit avec les réseaux Internet, puis ensuite les couches logicielles, va participer à donner plus de pouvoir à cet empire. Maintenant, on a la montée en puissance de la Chine aujourd'hui, et donc avec le numérique, avec les évolutions technologiques dans le secteur du numérique, on voit apparaître d'autres leviers de pouvoir, évidemment, de ce point de vue-là. Et avant, est-ce qu'il y avait de la géopolitique d'autres entreprises privées que de la tech ? Nous, évidemment, on s'intéresse à la tech, mais pour comprendre comment est venu le phénomène... Au niveau industriel, par exemple. La tech, c'est évidemment récent, mais industriel. Je pense que sur rien, j'avais en tête Hollywood qui a été importé par les Bien Américains, sûr, effectivement, ou Coca-Cola, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut parler de géopolitique des du privé, ou est-ce que c'est vraiment propre finalement à la tech que d'amener un caractère géopolitique avec elle ? En fait, il y a une économiste que moi j'aime bien qui est Susan Strange, qui dans les années 80 avait sorti un bouquin où elle parlait justement d'un renversement de situation et du retrait des États progressivement face en fait notamment à l'émergence de grandes multinationales. Et ces multinationales, ça peut être les big oil, évidemment, les big pharma, on parle des big tech aujourd'hui, mais en fait, il y a énormément de grandes entreprises, de multinationales qui ont un pouvoir considérable. Ce sont des acteurs, en effet, transnationaux, donc qui ont des atouts, en fait, par rapport même à leurs États d'origine. Et en fait, à la base, ils servent d'armes, on va dire diplomatiques, économiques, industrielles, à leurs États d'origine. C'est de la soft power finalement des États d'origine. À la base, c'est de la soft power, mais au final, on se rend compte que progressivement, plus une entreprise devient forte et a quelque part de la souplesse et de la possibilité d'aller chercher ailleurs ce qui lui manque dans son état d'origine, par exemple fiscalement, légalement, en termes de réglementation, etc. Ça commence souvent par le fiscal et ça va à d'autres choses. Et du coup, forcément, ça leur donne des billes de négociation à ces entreprises. Et puis aussi, ils cultivent en fait des relations de dépendance vis-à-vis des États et de leur état d'origine, notamment, qui fait que du coup, on peut considérer que ces grandes entreprises restent évidemment des ambassadeurs de leur état d'origine, mais sont aussi en fait à la recherche de leur propre intérêt, parfois des intérêts qui viennent, qui sont en désaccord en fait avec celui de leur pays. D'accord, et ils arrivent à rentrer en confrontation justement avec ces désaccords-là. Est-ce qu'ils arrivent à insuffler quelque chose
Puisqu'on parle d'armes un petit peu quand même, donc c'est... Oui, alors quand on parle... Alors faut toujours repérer armes et armes, hein. Il y a plusieurs types d'armes, je dirais plutôt levier de pouvoir. Voilà. Et en l'occurrence, il y a quelque chose, il y a un phénomène très, très intéressant de ce point de vue-là, c'est l'étude de l'histoire de la politique antitrust, par exemple, qui montre que avec le retrait des États, il y a aussi un retrait en fait des moyens de l'État d'agir sur des grandes entreprises. Et c'est vrai que par exemple aux États-Unis, dès les années 70 puis 80, il y a un affaiblissement en fait de la politique antitrust américaine au profit du coup du développement des entreprises, notamment de la tech, qui sont devenues très puissantes, notamment à cause de ça, parce qu'il n'y avait plus de politique antitrust. Aujourd'hui, on constate un retour de la politique antitrust, et c'est en fait le terrain vraiment de confrontation entre l'État et la multinationale. C'est très caractéristique. Juste pour être précis, quand tu parles de retrait de l'État, est-ce qu'on peut prendre un exemple ? Admettons SpaceX qui vient aider entre guillemets la NASA, parce que la NASA souffre de lacunes de financement du pays depuis des années. C'est ça le retrait de l'État, retrait des forces publiques, je dirais, dans l'investissement sur un certain nombre de domaines de recherche, et donc qui est complété par le privé. Et dès lors que le privé est là, finalement, c'est difficile de faire des lois antitrust parce que sinon il n'y a plus personne pour faire le job. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le développement du néolibéralisme extrême. C'est ce que Michel Foucault déjà nommait à l'époque la frugalité de gouvernement. C'est un terme qu'on connaît moins du philosophe, mais en fait c'est vraiment ça, la frugalité de gouvernement, c'est-à-dire à un moment donné où l'État en fait devient un État autophage. Il se prive lui-même et assez volontairement de ses propres moyens d'action en fait. Et c'est ce qu'on constate en fait avec la montée en puissance du marché et des acteurs privés. C'est tout l'inverse enfin en tout cas c'est un peu l'État plateforme finalement. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais est-ce que c'est un chemin qui mène à l'État plateforme pour le coup? Juste petite parenthèse, puisque l'État plateforme, rappelons-le, c'est un État qui se fait intermédiaire finalement entre différentes parties prenantes et essentiellement privées. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que oui, l'État plateforme est une composante et en tout cas une traduction de ce que peut être la frugalité de gouvernement. Ouais. Et cette frugalité de gouvernement, elle est voulue par les gouvernements. Qu'est-ce qui motive cette frugalité justement? C'est le manque d'argent. Une croyance économique avant tout. Une croyance économique avant tout et qui est d'ailleurs très entretenue par nos dirigeants, qui est que les États doivent laisser tout pouvoir aux entreprises de devenir, de faire leur business en quelque sorte pour être fortes sur les marchés quelque part et par effet de ruissellement profiter à l'ensemble de la société, ce qui n'est pas le cas. Le libéralisme contre l'État-providence, quoi. Voilà, ce qui est un peu dommage de toujours opposer les deux modèles, oui, c'est un peu ça. Traditionnellement, on oppose ces modèles. Pour le système français tel qu'on est et quand on voit le nombre de milliards qu'on est en train d'essayer de chercher pour combler le déficit, quand on voit on va dire le chiffre d'affaires des géants big tech, si l'argument était économique, est-ce qu'on s'est pas un peu gouré du niveau économique? C'est pas seulement. Alors c'est une croyance économique. Oui. Après, c'est pas une question, c'est pas tant une puissance de financement qu'une croyance économique. Mais en termes de puissance de financement, en effet, on peut aussi dire que la richesse a changé de camp. D'une certaine manière. Et puis après il y a aussi des situations particulières. Aux États-Unis par exemple, ils ont leur propre banque centrale, ils peuvent produire de l'argent. En Europe, on a eu un changement de situation à un moment donné qui fait qu'on n'a plus de banque centrale nationale, on a la banque centrale européenne. Bon, déjà ça change complètement les règles du jeu pour l'Europe, les États-Unis ou la Chine. On n'est pas du tout sur les mêmes moyens d'action, on va dire. Mais ça participe encore une fois de l'affaiblissement des moyens des États pour agir en fait, notamment sur le terrain de la tech. Excuse-moi, est-ce que vraiment il y a un affaiblissement ou est-ce qu'il y a plutôt un déplacement? La géopolitique du numérique a ses héros. Moi, je pense à Edward Snowden, qui, rappelons-le, est toujours en exil en Russie pour avoir révélé l'espionnage que pratiquait à très très grande échelle dans le monde entier la NSA, donc parmi les services secrets américains, à partir de moyens numériques notamment. Donc il a révélé ça. Ça, c'était plutôt nouveau, même si évidemment l'espionnage existe depuis toujours, mais je pense qu'il y a énormément de moyens qui ont été mis par les États-Unis à la NSA, mais certainement dans les autres, en Europe, on doit le faire aussi, même si c'est peut-être moins su. Donc est-ce qu'il n'y a pas plutôt un déplacement du rôle des États sur leur focale géopolitique? Alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle de délégation alors que ce soit service public ou de moyens d'action à des entreprises privées, oui, totalement. Il y a un déplacement de pouvoir. Après, en termes d'acteurs géopolitiques, on parle
pas des mêmes entités. Je pense que l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui est un acteur géopolitique inédit en fait, qui n'existait pas auparavant en fait. D'accord. Autant il y avait, par exemple, moi j'aime bien parler en ce qui concerne les réseaux, par exemple, des grandes entreprises télégraphiques qui étaient au service dans l'Empire britannique. À l'époque, il y avait déjà des monopoles télégraphiques en fait. Il y avait déjà des monopoles techniques, mais ils étaient vraiment au service de l'Empire britannique. C'était très différent comme relationnel aujourd'hui, où on a une quête de rentabilité à tout prix en fait. C'est plutôt, ils travaillent pour le marché, donc pour eux-mêmes en réalité, et non plus pour leur État ou leur empire. Ça va être secondaire en fait cette partie-là. Alors précisément, est-ce qu'on peut dresser un rapide atlas géographique de fait des différents blocs qui nourrissent en quelque sorte ces nouveaux enjeux? Tu parlais des big oil tout à l'heure, là tu viens nous parler de la télégraphie. Les big oil avaient des intérêts dans certaines parties du globe en particulier. C'est quoi les nouveaux blocs aujourd'hui? C'est quoi cet atlas des enjeux de la tech et de l'impact que ça a sur la géopolitique? Alors, on ne va pas pouvoir le faire complètement, parce que c'est... On va feuilleter 2-3 pages et puis ça ira déjà bien. Non, c'est énorme. En fait, pour comprendre cet atlas, il faut déjà parler de chaînes de dépendance, pour le coup. C'est-à-dire qu'en gros, dans le numérique, déjà, premièrement, on a plusieurs couches. Voilà. On va avoir certes le logiciel, ce qu'on voit sur nos interfaces. En dessous, on va avoir des infrastructures, que ce soit centres de données, réseaux, etc. Et dans ces infrastructures, on va avoir du matériel électronique. Et on pourrait même parler en termes d'interface, les écrans, nos téléphones, etc. Bon. Donc en fait, si on voulait vraiment tirer tout l'atlas, il faudrait faire tout le chaînon de chaque industrie. D'accord ? Pour faire très simple, on peut dire qu'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent le game en termes de logiciels, ça va plutôt être les États-Unis. En termes d'usage, voilà, les logiciels les plus utilisés et les services d'infrastructure cloud les plus utilisés, c'est les Américains. En termes de télécom mobile, on va dire que c'est plutôt les Chinois, et sur la partie composants, on va plutôt dire que c'est la Chine. Pareil pour l'extraction minière, où on a quand même des grandes entreprises chinoises dans ce domaine-là. Et encore que ça dépend, ça va aussi dépendre des minerais derrière. Donc, oui, parce que territorialement, voilà. Ça se passe pas qu'en Chine. Pas du tout. Alors, en termes de territoire, là, je parle plutôt d'atlas, d'entités propriétaires et productrices. Voilà, parce que après, quand on parle de territoire, concernant l'extraction minière, par exemple, là, on est plutôt dans une forme de néocolonialisme, où on va avoir des entreprises venant des pays forts qui viennent en fait en Afrique ou dans certaines parties d'Asie et d'Amérique du Sud et qui viennent en fait retirer des ressources essentielles. Finalement, comme par le passé. Comme par le passé, voilà. Sauf que ça se fait différemment, ça se fait sous l'égide du marché et non pas... et non pas de l'imposition culturelle ou religieuse, on va dire. Et d'ailleurs, c'est un argumentaire des Chinois de dire qu'ils ne font pas comme les Blancs. Par le passé, ils n'imposeraient pas leur culture en fait quand ils viennent ouvrir des entreprises. La technologie n'est-elle pas une nouvelle croyance? On ouvre un autre chapitre. Dans cet atlas, il y a quand même des chapitres d'ailleurs qui deviennent très visibles, notamment tout ce qui s'est passé autour des semi-conducteurs. Ouais. Après le Covid, pénurie mondiale de semi-conducteurs, les voitures n'arrivaient plus à sortir des usines, les smartphones avaient du retard, etc. Plus on voit aussi sur tout ce qui est autour des processeurs, où il y a une chaîne mondiale qui ne semble dépendre que de quelques entreprises. Donc Nvidia notamment est très en pointe sur les processeurs à très haute intensité de calcul pour l'IA. C'est ensuite produit par à Taïwan d'ailleurs. J'y viens justement par une entreprise TSMC qui est fabriquée à Taïwan et qui elle-même dépend de machines qui sont fabriquées aux Pays-Bas par ASML. C'est ça. Oui, c'est ça, par ASML, exactement. Est-ce que y a pas une caricature des médias quand on espèce de nous montrer ce triptyque, comme si tout tenait sur un truc à 3 bandes, comme un tabouret, tu vois, avec une partie aux États-Unis, une partie en Chine, une partie en Europe, et que c'est ça qui permet qu'il y ait un équilibre et qu'on ait tous des semi-conducteurs et des processeurs corrects? C'est un peu caricatural dans le sens où on part du principe que c'est immuable. Alors qu'en fait, ça peut changer en réalité. Ça peut changer et même dans certains cas, ce serait peut-être mieux que ça change. Il faut jamais être trop dépendant
d'une seule entreprise, d'un seul fournisseur ou d'un seul territoire. C'est énorme, bien sûr. Donc oui, on part du principe que c'est immuable et que du coup on va toujours avoir ces trois piliers qui maintiennent l'équilibre. Alors qu'en réalité, une technologie, elle peut se développer ailleurs. Et d'ailleurs, concernant les semi-conducteurs, la Chine évidemment essaye de plus en plus d'avoir la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Et c'est pareil pour les États-Unis avec l'importation de l'installation donc d'usines en fait de TSMC aux États-Unis. Voilà, donc en fait il y a cette envie de devenir aujourd'hui de plus en plus indépendant face à un délitement, on va dire, de l'interdépendance, d'un équilibre d'interdépendance. Il y a une peur en fait là-dessus et donc une recherche d'indépendance. À la fois du côté de la Chine, mais aussi du côté, ils cherchent à reprendre la main. Et de ce côté-là, ce qui est un petit peu embêtant pour l'Europe, c'est qu'on a moins les moyens que la Chine ou les États-Unis d'être indépendants. Donc on va devoir toujours plus négocier et en gros accepter les conditions. Et s'assurer d'alliances fortes au passage. Alors on va continuer d'explorer tout ça ensemble, mais alors moi ce que j'aime avec toi, c'est qu'on voyage, Ophélie. Alors on va continuer de voyager avec la philothèque d'Emmanuel Goffi. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Bon, Emmanuel, maintenant que nos auditeurs et spectateurs peuvent nous voir en vidéo, tout le monde peut noter que nos chroniqueurs se la coulent douce au soleil, pas vrai ? Dis donc, t'es tout bronzé, mais bien sûr, tu vas me dire que ton voyage à Riyad en Arabie Saoudite était tout sauf du tourisme, pas vrai ? Que tu y allais pour parler encore d'éthique de l'IA, n'est-ce pas ? Alors oui, t'as tout à fait raison, même si le temps s'y prêtait avec ses 44 degrés, ce grand soleil, j'ai pas vraiment eu le loisir de faire du tourisme. En fait, je suis allé à Riyad dans le cadre du Global AI Summit, qui s'est tenu dans la capitale du Royaume saoudien du 10 au 12 septembre dernier, et à l'occasion duquel a été dévoilée une partie du contenu de cette fameuse charte de l'IA pour le monde islamique. Alors juste pour contextualiser, cette charte, c'est une initiative conjointe de l'ICESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'équivalent de l'UNESCO que tout le monde connaît, l'Autorité saoudienne des données et de l'IA, la SADAIA, et la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et la science. Et cette charte, elle vise à établir un cadre de développement des systèmes d'IA, fondés sur les valeurs du monde islamique, comme l'a déclaré d'ailleurs le président de l'ICESCO, je le cite, pour l'amélioration du sort de l'humanité, et d'ajouter, tout en défendant l'héritage culturel qui définit notre identité. Excuse-moi, je t'interromps. Je note qu'on ne parle pas de valeurs musulmanes là, mais on parle de valeurs du monde islamique. Alors effectivement, c'est un point super sensible. En fait, durant les phases de consultation préparatoire de cette charte, qui notamment s'est tenue lors du séminaire régional pour l'Asie et le Proche-Orient à Mascate, au Sultanat d'Oman, l'ensemble des 53 pays représentés ont souligné que le monde islamique n'était pas composé uniquement de musulmans et que donc il fallait tenir compte de la diversité à la fois des religions et des spiritualités représentées dans cet immense espace hétérogène, mais aussi des sensibilités à l'intérieur même du monde musulman, lui aussi très hétérogène. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'au travers des discussions que j'ai pu avoir lors des travaux à Oman, certains acteurs prenaient également en compte l'impact potentiellement négatif en termes de perception qu'aurait une charte qualifiée de musulmane sur le reste du monde, et notamment sur l'Occident. Il y a donc dans le choix du nom, si tu veux, à la fois la reconnaissance de la diversité constitutive du monde islamique, mais aussi des considérations géopolitiques, voire purement politiques dans certains cas. Ok, merci pour la précision. Mais du coup, cette charte, c'est quoi exactement ? Quelle différence avec les autres chartes déjà établies, notamment la recommandation sur l'éthique de l'IA publiée par l'UNESCO en 2021 ? Alors oui, elle est différente par nature et par destination, puisqu'elle a clairement vocation à ancrer la réflexion éthique dans le cadre du monde islamique, et qu'elle repose sur un socle culturel plus étroit et ou différent des autres textes existants. Elle est par exemple différente de la recommandation, qui a une portée plus générale et englobante. Ce que j'ai noté d'intéressant, à mon sens, durant nos travaux à Oman notamment, c'est surtout à quel point le narratif construit par le monde occidental avait impacté le monde islamique. Pour te raconter une anecdote illustrative, j'assurais la direction d'un des 4 ateliers qui comprenaient notamment le Liban, l'Irak, la Malaisie, le Sultanat de Brunei, le Sultanat d'Oman et d'autres pays. Et après une grosse demi-heure de discussion, j'ai dû interrompre l'atelier pour leur faire remarquer que durant ces 30 minutes, ils n'avaient utilisé que des termes relatifs aux valeurs et principes contenus dans les chartes éthiques existantes, sans aucune référence aux spécificités du monde islamique et en particulier à celle de l'islam. Alors ça m'a évidemment marqué, mais c'est surtout les participants qui ont été surpris de constater qu'effectivement, à aucun moment, ils ne s'étaient posé la question essentielle, à savoir quelles sont les valeurs qui nous définissent comme membres du monde islamique.
En fait, le paradoxe, c'est qu'il a fallu que ce soit moi, l'occidental, à religieux, qui les ramène dans leur environnement culturel. Ouais, c'est quand même surprenant. Mais du coup, qu'en est-il ressorti à Riyad ? Bien, je te dirais que le résultat me paraît assez timoré et qu'il y a une certaine frilosité à affirmer des valeurs spécifiques dans cette charte. Ce qui a été retenu sont les valeurs de vérité et d'authenticité, qui sont très importantes dans la culture islamique. En fait, cette charte n'est pas tant une réflexion philosophique sur les valeurs du monde islamique. Elle a surtout une dimension économique et géopolitique, voire politique. Elle ne pouvait pas donc être trop divergente. Du coup, on y retrouve aussi des principes tels que la transparence, l'explicabilité, la dignité humaine, le respect de la vie privée ou la confiance. Mais ce que je retiens, et ce qui me préoccupe, c'est à quel point le narratif occidental sur l'éthique appliquée à l'IA tue lentement tout esprit critique dans les aires culturelles extérieures. D'où l'importance d'écouter TrenchTech, et pourquoi pas d'ailleurs d'en avoir une version en anglais pour promouvoir l'esprit critique de manière encore plus large. TrenchTech, esprit critique pour Tech Éthique. Sympa la robe, Emmanuel, pour ceux qui ont la ref et ceux qui le suivent sur LinkedIn. Et merci pour ce voyage. Une jupe. Oh, c'est pas une robe. Il y a des jupes pour les hommes. Hein, vous avez pas la ref. Vous avez pas la ref. Bah si, on a la ref. Il a mis c'était une jupe, c'était pas une robe. Non. Suivez l'introduction que j'ai fait au début, Mission Cléopâtre, et suivez ce qui s'est dit dedans. Voilà, mais ça devient trop compliqué pour nous. Excusez-moi. On va revenir. Mais, finalement, la technopolitique, c'était plus facile. Hein. Ouais. Tu as raison. Est-ce que c'est une bonne situation, podcasteur ? Avec vous, non. Allez, Coup de poignard. Allez, revenons, Ophélie. Le gouvernement américain investit 4 milliards de dollars pour bâtir des tech hubs, et en même temps, on voit Meta devant la justice américaine accusé de nuire à la santé mentale et physique des jeunes. On se souvient du pardon de son fondateur. Google aussi, devant la justice américaine, accusé lui de monopole. On se souvient aussi du recadrage, j'en ai parlé dans mon introduction, de Jack Ma, le patron iconique d'Alibaba. Plus proche, on se rappelle également des négociations européennes sur le gaz américain contre nos données. Alors, dans tout ce qu'on voit, est-ce qu'on est en train de se dire que les États reprennent la main sur la tech, si tant est qu'ils aient perdu un moment la main sur ces géants de la tech ? Alors, ils n'ont pas vraiment perdu la main pendant tout au long, pas complètement en fait perdu la main sur la tech de manière générale, dans le sens où il y a quand même énormément d'investissements de la part des États pour des technologies numériques de manière générale, avec des grands projets, que ce soit pour le cloud, de la défense aux États-Unis, mais aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'argent dépensé aujourd'hui de la part des États-Unis, tout comme de la Chine, et qui vont en fait dans la poche de ces entreprises aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc disons qu'ils ont quand même cette maîtrise-là. Après, il y a plusieurs choses. Ils se sont rendus quand même beaucoup dépendants de ces entités. Et ils se rendent compte que, aujourd'hui, elles sont devenues parfois un peu incontrôlables, dans un certain sens, et qu'il est difficile après de leur trouver des concurrents, en fait, d'assainir, disons, le marché pour les affaiblir, en fait. Et je pense que du coup, il y a une forme de peur, et une envie du coup de revenir aux manettes de cela en remettant en place une politique antitrust. Ça, c'est aux États-Unis. Du côté de la Chine, je pense que la Chine a vraiment tiré des leçons de ça. C'est-à-dire que à la fois, ils bénéficient des avantages du capitalisme, mais ils veulent pas les inconvénients. Et parmi les inconvénients, il y a la montée en puissance des multinationales. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait plusieurs choses. Ils maintiennent sous contrôle, notamment par le réglementaire, leurs entreprises pour pas qu'elles grandissent trop. Et ils font en sorte que leurs entreprises ne soient pas non plus trop transsectorielles, c'est-à-dire pas trop capables de créer des écosystèmes tels que le font les entreprises américaines, par exemple. On peut prendre par exemple... Ils veulent en garder la maîtrise, quoi. Ils veulent en garder la maîtrise, tout à fait. Et c'est vrai que c'est l'une des grandes forces de la big tech américaine, d'être à la fois d'avoir un levier structurel de par le fait que c'est une entreprise multinationale sur des monopoles, avec dans des secteurs clés en plus, mais aussi que ce sont des acteurs avec un levier écosystémique, donc avec en fait des produits qui sont multisectoriels sur des secteurs extrêmement différents, que ce soit la santé jusqu'à l'éducation ou le militaire. Donc on est vraiment sur des secteurs extrêmement importants, et aussi en termes d'écosystème, que leurs produits en fait communiquent et s'alimentent en fait entre eux en fait. Mais quand on parle du rapport de force entre les États et les entreprises de la tech, big ou pas, il y a quand même une variable à prendre en compte, c'est la réglementation. Un État, s'il veut ou s'il veut pas qu'il se passe quelque chose, il légifère. Et en Europe, on sait très bien faire. On a empilé en quelques années le RGPD pour protéger les données personnelles.
le DSA, le DMA pour régir tout le domaine numérique, l'AI Act effectivement, le Data Act, le Data Governance Act. C'est très intéressant. Toujours très décrié, mais... Oui. Alors c'est très intéressant de toute façon de poser ces textes et d'en parler. C'est très important en fait que le régulateur se pose la question de savoir comment réguler ces objets techniques. Mais il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Évidemment, on pourrait parler de la puissance des lobbies, qui fait que finalement, Schrems 2, d'il y a quelques années, ça fait depuis 13 ans qu'on sait que le Privacy Shield n'était pas... Schrems 2, rappelons-le, Max Schrems, c'est l'avocat qui a fait sauter le premier accord d'échange de données transatlantique. Absolument. Et il a refait une deuxième fois à propos d'une nouvelle loi qui est transatlantique, donc un accord entre l'Europe et les États-Unis qui s'appelait le Privacy Shield et qui a volé en éclats. Qui a volé en éclats, et sachant qu'en plus de cela, c'était pas, c'est pas quelque chose d'inconnu, c'est pas apparu comme ça du chapeau, ça fait vraiment depuis 13 ans qu'on savait en fait que ça ne fonctionnait pas, ce genre de texte comme le Privacy Shield, donc vraiment ça n'allait pas. Mais là c'était transatlantique quand même, c'était transatlantique. C'est pas juste un continent ou un État qui dit. Oui. Absolument. Donc, c'est un signal, je veux dire, non, quand l'Europe, la manière dont l'Europe ou la manière dont les États-Unis ou la Chine ou d'autres légifèrent, c'est quand même un véritable signal vis-à-vis des big tech et la manière dont on veut positionner l'État par rapport aux entreprises de la tech globalement. Là, ça reste très traditionnel dans le cadre du Privacy Shield, parce qu'au final, derrière, c'est pas seulement des entreprises, c'est le fait que l'État puisse en fait utiliser ces données-là. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces deux dimensions entre acteurs privés qui profitent déjà en fait, et c'est d'ailleurs sa porte d'entrée, c'est qu'il se dit moi je ne suis pas là pour surveiller les individus comme pourrait le faire un État. Bon, c'est extrêmement discutable. Oui, ça, on est bien d'accord. En réalité, voilà, on le sait très bien. Et en fait, en Europe, c'est pas qu'on est naïf, c'est qu'en fait, on n'a pas les moyens de réguler de manière plus stricte. On n'a pas les moyens, on n'a pas les, ce n'est pas nous qui voilà, on n'a pas le contre-pouvoir, on n'est pas producteur de technologie. Enfin, si, on est producteur de technologie, mais on les utilise pas. Mais dans un sens beaucoup moins massif. Dans un sens vraiment marché. Tu disais tout à l'heure, c'est important de ne pas être tributaire d'un monopole ou d'un oligopole, et précisément la réglementation européenne. En tout cas, j'ai en souvenir un épisode avec Joël Toledano qui nous expliquait que toutes les personnes qui pensent que la régulation tue l'innovation, par exemple, se trompent, puisqu'elle est là précisément pour favoriser l'innovation et ne pas laisser le marché à quelques grosses entreprises. Oui, c'est encore une croyance très néolibérale, tout ça. Alors voilà, du coup, on sent quand même que tu es très sceptique par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui pêche aujourd'hui dans la façon de réglementer le marché européen ? C'est très simple, on ne peut pas réglementer des logiciels qu'on ne peut pas contrôler derrière. Et c'est terrible ce que je suis en train de dire, parce que ça va à l'encontre de la propriété industrielle ou intellectuelle, etc. Mais en fait, la meilleure façon de réguler du logiciel, ce serait de travailler exclusivement avec du logiciel ouvert, en réalité. C'est un peu comme si vous essayez de réglementer des règles de travail dans une usine. Vous pouvez éventuellement envoyer un inspecteur vérifier comment se passe le processus, comment se passe la journée d'un travailleur, etc. et comment fonctionnent les machines, etc. C'est pas le cas pour un logiciel. En fait, il faudrait que le régulateur aille vérifier comment sont conçus les produits, où passent les données d'un produit à un autre, d'une brique à une autre, ce qui parfois peut être une hiérarchie un labyrinthe en fait, parce qu'on sait très bien qu'un logiciel aujourd'hui c'est des briques qui parfois sont des API tirées d'un autre produit privé, etc. Donc ça peut être extrêmement complexe. Tant qu'on n'a pas la cartographie d'un logiciel réellement, on ne peut pas vraiment le réguler. Enfin, en tout cas, on peut pas vérifier que les règles sont respectées de base. C'est d'ailleurs ce qui fait, à mon avis, que le RGPD, par exemple, était surtout basé et sur des données personnelles qu'on pouvait voir sur les interfaces uniquement, et non pas sur les métadonnées, invisibles à l'œil, et également que c'était sur du consentement, c'est-à-dire une responsabilisation de l'utilisateur, donc une individualisation du droit, et non pas une responsabilisation du côté du législateur, puisqu'il ne peut de toute façon pas voir où vont les données. Est-ce que c'est ce qui va se passer davantage aux États-Unis ? Tu as vu que OpenAI et Anthropic acceptent de soulever le capot avant la mise sur le marché de leur nouveau modèle. Est-ce que c'est ça le sens vers lequel il faut aller ? C'est-à-dire réussir à obtenir de la part des plateformes qu'on accède au secret industriel d'une certaine manière pour pouvoir vérifier comment c'est fait ? Il faut voir comment ça va être fait réellement. Ça va être mis en œuvre. En tout cas, sur le principe, sur le papier, c'est ça qu'il faudrait davantage. Oui, après, moi j'ai du mal à croire à l'ouverture totale parce que c'est là-dessus qu'ils font leur beurre. C'est comme si tu demandais à Coca la recette. Absolument. Donc en fait, et c'est là où en fait le droit du numérique se confrontera toujours à cette idée de propriété industrielle.
C'est-à-dire à partir de quand, en fait, on considère qu'en ouvrant complètement le code, on peut conserver éventuellement une rentabilité. Voilà, parce qu'en fait, à partir de là, on peut copier n'importe quel produit. Pas dans les modèles économiques aujourd'hui. Aujourd'hui, non, ça fonctionne pas sur comme la ça. vente de licences des logiciels. Oui. Donc sur une propriété. Oui, ou en tout cas sur une technologie sur une technologie. Est-ce que l'IA rebat les cartes aujourd'hui de ces rapports entre les États et la tech? Est-ce qu'on voit, alors de même que c'est en train d'amener des bouleversements assez forts, est-ce qu'on voit que ça amène aussi des bouleversements dans ces rapports-là? Il rajoute une couche de dépendance, à mon sens. C'est-à-dire que le pouvoir de ces grandes entreprises, des grands acteurs de la tech, même ceux qui sont moins connus, qu'on voit moins. On ne parle pas souvent d'Oracle, mais Oracle, c'est un très grand acteur, par exemple. Eh bien, en fait, leur pouvoir, c'est leur capacité à rendre dépendant un écosystème et un ensemble de marchés, en fait. Et ben, l'IA, ça rajoute encore une couche à ça. C'est-à-dire que l'IA, c'est encore une couche, en fait, de logiciels dont on ne peut pas vraiment voir toutes les dépendances interne. Encore moins, puisqu'il y a en plus toutes les données utilisées lors de l'entraînement. Il y a déjà la dépendance de base, il y a déjà la couche de dépendance de base, et en plus de ça, on rajoute aussi une dépendance organisationnelle et à l'usage, en fait, qui est que, en effet, dans certaines pratiques, on va déléguer. C'est un peu comme quand on délègue sa mémoire à son téléphone, en fait. Au bout d'un moment, on se dit, j'ai plus besoin de retenir par cœur, puisque de toute façon, les téléphones sont dans mon téléphone, sont inscrits, les numéros de téléphone sont dans mon téléphone, donc j'ai plus besoin de m'en souvenir. Et c'est un peu la même chose qui va se passer avec tous ces outils qui nous facilitent la vie. C'est qu'on a aussi une dépendance. Alors oui, alors après c'est toujours pareil, c'est de quelle IA on parle. Si on parle d'IA générative, c'est certains usages, ok. Si on parle d'IA à usage militaire, là on parle plutôt d'acteurs de la tech, des producteurs de technologies qui rendent dépendants les États via des marchés. Ce qui existe déjà en fait, mais ça rajoute une couche. Voilà. Sur cet exemple-là, juste celui de l'IA militaire, à moins que tu veuilles aller sur ce terrain-là. C'est exactement là où alors je te laisse. Ah mais c'est gentil, merci beaucoup. C'est mignon. Ouais, on est comme ça nous. Ouais, nous on est comme ça. Je prends la question. Donc alors. Ça c'est comme ça. Pour paraphraser justement sur la partie de l'IA militaire. Donc, ce qui fait aussi la souveraineté d'un peuple, c'est sa capacité à se défendre. Et pour paraphraser Tariq Rim qu'on a reçu ici, qui parlait, et moi j'aimais bien cette expression de dire un drone c'est un pilote. 10 drones c'est 10 pilotes. 1000 drones, 10 000 drones, là c'est une IA. Il a même parlé d'1 million de drones. D'1 million, oui. Mais moi j'ai réduit un petit peu les choses. Et quand on regarde un petit peu toutes les cyberattaques que l'on peut subir un peu à tous les pans de notre société, est-ce que finalement, et probablement que la comparaison est un tout petit peu hasardeuse, mais on serait pas à l'aube de, un peu comme à l'époque où on avait découvert la bombe nucléaire au final, et qu'on se dirait il y a des États qui l'ont et des États qui ne l'ont pas, et on pourrait avoir cette espèce de dissuasion technologique en disant moi j'ai la techno pour, toi tu l'as pas, donc quelque part laisse-moi un peu tranquille. Alors oui et non. Il faut pas tout à fait la même chose pour créer une intelligence artificielle. D'accord. Un logiciel. C'est pour ça que c'était un peu hasardeux. Voilà. Un logiciel et une bombe nucléaire. Le truc, c'est qu'en fait, on peut pas sortir du scénario possible que des drones à usage commercial peuvent être détournés. Ça se fait déjà, peuvent être détournés. Voilà. On peut y intégrer des systèmes dedans. Donc en fait, avec des systèmes d'intelligence artificielle ouverts et développés même par des petites équipes, il n'y a pas besoin d'être des milliers. Voilà. On peut tout à fait considérer que d'un côté on aurait des États, oui certes, qui auraient les matériaux de base, qui auraient les grands contrats avec les grandes entreprises technologiques, qui auraient les meilleures technologies, mais ça ne veut pas dire qu'en face il n'y aura pas des groupes qui vont en fait faire leur propre armement à bas coût en quelque sorte, en utilisant des technologies similaires, peut-être pas aussi performantes mais similaires. D'accord. Alors je veux bien poser quand même la question sur l'IA militaire et la guerre, parce qu'on a quand même deux exemples flagrants que sont l'Ukraine et aussi Gaza. Oui. Et l'IA est extrêmement présente. Et là, je crois qu'on a un exemple assez flagrant des équilibres géopolitiques qui sont un petit peu bousculés par les entreprises. On peut citer notamment Palantir, qui était l'une des premières boîtes américaines présentes en Ukraine pour offrir ses services. Or, Palantir, c'est quand même, on le rappelle, notre meilleur ami à tous, Peter Thiel, et puis qui œuvre quand même beaucoup avec également les agences nationales des États-Unis. Puis après, dans leur sillage, il y a eu Microsoft, Amazon, etc. On a d'un côté l'Ukraine, David contre Goliath, qui peut du coup s'appuyer sur ces technos-là, mais c'est aussi une façon de venir
mettre le pied dans la porte. Et puis, on a de l'autre côté Israël, qui est une superpuissance à la fois militaire vis-à-vis de Gaza, mais aussi, on le sait, dans le domaine de la recherche en IA en particulier. Oui, on se souvient de Pegasus aussi sur la partie. Exactement. Donc là, je crois qu'on touche au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience de grosses boîtes américaines qui vont débouler? On peut aussi penser à Elon Musk avec Starlink, etc. C'est quoi la stratégie qui est derrière? C'est d'expérimenter des outils pour pouvoir mieux les revendre derrière? C'est de venir travailler son image? Comment tu vois la chose? Alors j'aime bien, justement j'allais te dire, c'est un terrain d'expérimentation tout le temps la guerre. Et c'est vrai qu'on voit ces dernières années, que ce soit lors de la crise sanitaire ou justement la guerre en Ukraine, ce sont des occasions pour tester des technos aussi. Faut quand même, récupérer de la data pour pouvoir affiner les modèles. Voilà, des guerres ont été gagnées aussi par un ça. avantage technologique bien souvent. Voilà, en fait ça fait bondir aussi à chaque fois les capacités technologiques et aujourd'hui comme la tech est privatisée, ça fait aussi grandir ces grandes entreprises technologiques. C'est pas pour rien qu'il y a le retour aussi de la politique antitrust, c'est qu'on voit aussi que en fait on a besoin d'eux et donc en fait on continue à les financer même quand on n'est pas d'accord sur le fait qu'ils ont trop de pouvoir. Mais voilà, bref, les crises les aident à grandir. Bon. Concernant l'Ukraine, certains ont dit que c'était la première guerre utilisant l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas tout à fait vrai. En fait, l'intelligence artificielle, ça fait quand même depuis 20 ans qu'elle est progressivement intégrée au matériel militaire. Sauf qu'aujourd'hui, en effet, il y a des évolutions un peu plus rapides sur ce qu'on peut appeler l'autonomisation. On n'est pas sur des drones complètement autonomes. Il n'y a pas d'ailleurs de réglementation internationale, voilà. Et peut-être qu'il faut pas y aller en fait, même si on en a les capacités techniques, peut-être qu'il faut pas y aller. En tout cas, même si, à mon avis, ça existe déjà, mais voilà. Oui. Et puis l'IA militaire, c'est pas que les drones tueurs, etc. C'est aussi le renseignement, c'est toutes ces choses-là. C'est le renseignement, c'est plein de choses en fait. C'est aussi sur la défense, les boucliers antimissiles, notamment Israël, l'Iron Dome. Voilà, il y a aussi de la technologie d'IA dessus. C'est aussi la capacité, pour le coup, c'est de l'autre côté, c'est défensif, de pouvoir en fait déminer sans avoir des hommes sur le terrain. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées aussi plutôt pour aider, on va dire, sur une situation, sur un terrain. Par exemple, le déminage, oui, c'est plutôt une bonne chose. On peut se dire que ce soit des robots qui sont envoyés plutôt que des humains. Maintenant, oui, c'est que ce soit les prédateurs. Est-ce que c'est bien ou pas bien finalement? Qu'est-ce que ça dit du rapport de force parfois, ou du rapport, en tout cas, je dis de force, j'influe un peu, pardon, du rapport qu'il y a finalement entre les États et les entreprises de la tech? On a l'impression que des fois, effectivement, les États laissent faire parce que ça les arrange bien, sinon il n'y a pas cet avantage tactique, on va dire, grâce à la technologie. Mais qu'en même temps, ça doit bien les embêter parce que ça rend ces entreprises effectivement encore plus puissantes, c'est ce que tu disais. Mais alors, jusqu'où ça va aller? Une espèce de mal nécessaire. J'ai l'impression que le jeu politique est devenu un business en réalité. Oui, en fait, de toute façon, l'économie de base, par exemple, la guerre froide, c'est toujours all measures short of war, c'est-à-dire c'était plutôt tout sauf la guerre. Voilà. Aujourd'hui, on est sur les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'économique, ça va être du techno, ça va être sur les ressources et ça va être du militaire. Enfin, voilà, on a tout un ensemble on a tout un panel en fait d'armes possibles. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une situation de dépendance de plus en plus accrue, avec en effet une montée en puissance progressive de ces acteurs-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse finale sur ça va mener à quoi. Quand on a des fous comme Elon Musk, par exemple, qui pour moi n'est pas dans la même catégorie. De grands mots. Oh là là. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça en plus. Il est fou et je suis désolée. Ne parle pas de Musk à Cédric Villani que tu rencontres tout à l'heure. Il va te faire le coup de qui je connais pas, non. Voilà. Non, mais il amène des réactions pour tout le monde, en tout cas, ça c'est sûr. Non, c'est un fou. C'est un fou, oui, c'est un fou. Oui, c'est un fou, oui, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, c'est quelqu'un qui est complètement détaché de la réalité. Ça, c'est sûr. Quand vous avez lu sa biographie, là, vous en êtes convaincu. Oui, pardon, vas-y. Non, mais c'est sûr. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de signes inquiétants, si tu veux. Donc, lui, il est capable, par exemple, de se dire, je coupe le réseau. Tiens, je choisis de couper le réseau parce que j'en ai le pouvoir. Voilà, j'en ai le pouvoir, donc je le décide. De mon côté, voilà. Mais ils sont pas tous comme ça, en fait. C'est pas tous des fous furieux non plus. Donc, en fait, maintenant, la question, c'est jusqu'où peut aller un Elon Musk ou jusqu'où peut aller un Google Alphabet, jusqu'où peut aller du Amazon, du Oracle, du Nvidia dans leur démarche. Je crois que c'est complètement différent selon l'entreprise de laquelle on parle. Voilà. Et ça dépend peut-être aussi, en tout cas en ce qui concerne Musk, du futur président des États-Unis. Oui, beaucoup. C'est peut-être plus simple avec un certain Donald. Oui, on va rentrer dans Retour vers le futur. Je crois que c'était le 2e. Est-ce à dire que ces grandes entreprises de la tech qui veulent peser sur le champ géopolitique, voire même parfois sur le champ de
la guerre sont intéressés par autre chose que par faire du profit? Ou est-ce que c'est juste un nouveau champ d'extension du profit pour eux? Ils cherchent le pouvoir de base. Donc après, c'est plus que le profit, là. C'est autre chose que le profit, du coup. Ça correspond, mais il y a aussi du pouvoir. Il faut quand même se dire que, par exemple, l'alphabet, l'idée, c'était de faire de A à Z. C'est joli ce que tu viens de dire. L'alphabet, rappelons-le, c'est la maison mère de Google. C'est la maison mère de Google. C'était quand même leur objectif, c'était de faire, de fournir en gros des services de A à Z. Et c'est vrai que quand tu regardes leur évolution, moi, c'est l'entreprise que je préfère étudier. Ah bon? Alphabet, ouais. Au-delà, parce que Elon Musk, c'est bien joli, mais c'est pas encore, en tout cas, un écosystème. Même s'il parle de super app, etc., c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Sa logique est complètement différente jusqu'à présent. Mais par contre, Alphabet, c'est passionnant parce que tu vois leur évolution progressive avec d'abord du logiciel, puis ensuite ils vont aller chercher le logiciel, mais aussi la santé, le militaire, le cartographique, la génétique, l'agriculture, l'énergie, les câbles sous-marins, etc. Le jeu de Go, etc. Voilà. C'est une expansion. Voilà. Et donc en fait, ça c'est passionnant parce qu'on se rend compte que c'est vraiment ça, c'est Alphabet. Donc là, il y a une logique en effet d'empire en fait. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Elon Musk a une envie d'empire aussi. Un peu l'empereur, un peu tout seul sur son trône Mars. d'ailleurs. C'est un peu Game of Thrones, Elon Musk en fait. C'est la recherche du pouvoir à tout prix, même s'il écrase tous ses alliés, quoi. C'est pas grave. En gros. Écoute, merci beaucoup pour ce petit parcours et surtout ce petit passage avec Elon Musk. Il serait peut-être temps de se rafraîchir avec la tech entre les lignes de Monsieur Louis. La tech entre les lignes. Alors, Louis, aujourd'hui, tu voudrais revenir sur un concept de psychologie comportementale souvent mal compris, le nudge. Exactement, bonjour à tous et salut Ophélie. Je voulais revenir sur un concept un petit peu mystérieux utilisé à tort et à travers et à qui certains reprochent un peu tout et surtout n'importe quoi. C'est en fait en se rendant compte de cela que Cass Sunstein, donc un des pères du nudge avec Richard Thaler, qui décide de rédiger en 2017 un article au titre évocateur, les Misconceptions about Nudges. C'est d'ailleurs Olivier Sibony, notre expert français des questions de psychologie comportementale, qui m'avait conseillé de lire cet article. Ah, mais oui, Olivier Sibony, qu'on a d'ailleurs reçu dans Trench Tech. On avait notamment parlé des nudges, mais j'imagine que Sunstein définit le concept dans son article, Louis. Tu te doutes, effectivement. Il ouvre même le papier avec une définition volontairement simple et directe. Les nudges sont des initiatives publiques ou privées qui dirigent les individus dans une direction particulière, mais qui leur permettent de toujours aller dans leur direction s'ils le souhaitent. Et l'auteur d'enfoncer le clou quelques lignes plus loin, un nudge doit préserver la liberté d'agir, ou sinon ce ne serait pas un nudge. Jusque-là, ça m'a l'air plutôt clair. Il y aurait tant d'idées fausses autour du nudge ? Sunstein en liste 7 dans son article. Et la deuxième va vous surprendre. T'as vu comment je te nudge ? Enfin, comment je te manipule en fait, parce que c'est pas un nudge. Bref, avec notamment le fait que les nudges seraient une insulte à l'agentivité humaine, que les nudges sont de la manipulation dissimulée, ou encore que les nudges sont basés sur une confiance excessive dans les gouvernements. Ah, c'est vrai que la deuxième m'intéresse, puisque c'est souvent ce qu'on entend quand on parle de tech. Quid de la manipulation cachée ? Alors, 2 éléments de réponse s'imposent. Tout d'abord, pour une large partie des nudges, Sunstein dit qu'il ne comprend pas trop l'attaque qu'on leur fait. Si, par exemple, dans une cafétéria, les légumes sont mis avant les frites, il n'y a rien de dissimulé là-dedans, suffit d'ouvrir les yeux. Pareil pour les Nutri-Score, par exemple, ils sont quand même mis en gros sur le paquet, il n'y a rien de caché. En ce qui concerne la manipulation, Sunstein se base sur une sorte de définition commune qui traverserait l'histoire de la philosophie. Est manipulation ce qui entrave la délibération rationnelle des individus, ce qui serait donc dans ce cas-là pas du nudge. Ouais, d'accord, mais sur les plateformes genre YouTube ou X, avec les vidéos qui s'enchaînent ou bien ce scroll infini, il y a quand même un petit peu de manipulation là, non ? Je trouve aussi, ce qui me fait dire que soit Sunstein est malhonnête, entre nous j'en doute, le mec est quand même plutôt brillant, soit il y a tout simplement abus de langage. Et donc on arrive au point 2, l'auteur le rappelle d'ailleurs bien. Toutes ces misconceptions sur le nudge se propagent notamment parce qu'on met des grands mots comme nudge sur un paquet de pratiques qu'on ne comprend qu'à peine. Selon moi, il y a une base commune qui tient dans une phrase. Il n'existe pas d'architecture de choix neutre. Que tu construises une plateforme numérique, une cafétéria ou un produit quelconque, ton design oriente le comportement de tes utilisateurs. Légumes et puis frites, frites et puis légumes, dans les 2 cas, tu guides les individus à se servir de l'un et puis de l'autre. Et c'est pareil avec la tech. On pourrait imaginer un YouTube où l'onglet se ferme automatiquement une fois que la vidéo est terminée. Tout comme des ingénieurs ont plutôt décidé que les vidéos allaient s'enchaîner jusqu'à plus soif. Tout est affaire de choix et donc de valeur. La neutralité, elle, n'existe pas. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
Bon, revenons à nos propos. Alors, face à l'ascension fulgurante des big tech, les frontières ne se tracent plus avec des barbelés, mais avec des câbles sous-marins et des algorithmes. Et si les nouveaux maîtres du monde n'étaient plus les États, mais ceux qui contrôlent nos données. Aujourd'hui, nous plongeons dans une guerre froide digitale où chaque clic est une arme et chaque réseau un territoire. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. Ouais, tant d'axes. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit point TikTok, Allez, s'il te plaît, TikTok Dance, Philippe. c'est parti. Alors, TikTok, c'était le gros bazar. Trump avait dit stop, on arrête TikTok. Soit ça devient une entreprise américaine, soit on arrête tout TikTok sur les US. Ensuite, ils ont dit OK, on va stocker les données des Américains de TikTok sur le sol américain. Bon, bref, où on en est. Et puis surtout, les US qui s'inquiètent de TikTok pour protéger la vie privée, est-ce que c'est pas un peu comme si McDo s'engageait contre l'obésité ? Oui. Non, mais c'est encore une question de guerre entre la Chine et les États-Unis. Là-dessus, bon, c'est sûr que c'est toujours assez drôle de voir les États-Unis attaquer TikTok pour exactement la même chose que ce qu'ils font ailleurs. Partout ailleurs, notamment en Europe avec Instagram. Voilà. De toute façon, après, la réponse, le fait de stocker les données sur le territoire américain change pas forcément la donne en termes de puissance de puissance technologique de TikTok en tant que produit. C'était surtout, oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est quand on te contrôle et à l'accès des données. Voilà. Par contre, sur l'accès des données, espionnage chinois, si les données sont stockées par des entreprises qui sont sur leur sol et en plus entreprises de droit chinois. Voilà, absolument. Après, il faut toujours voir s'il n'y a pas des passerelles un petit peu. Enfin voilà, tu vois, l'accès au code, l'accès à ces données, comment ça se passe, etc. Moi, là pour le coup, je suis même pas sûre que ce soit bon d'enregistrer. J'ai pas suivi exactement comment ça va se traduire, tu vois, en termes de, est-ce que c'est seulement des données, certaines données qui sont stockées et envoyées sur l'appli, est-ce qu'il y a une partie du logiciel qui forcément est aussi hébergée de non-su aussi sur tout ce sujet-là. Voilà. Je suis assez d'accord, ça reste assez pour flou moi, quand on regarde. Je saurais pas dire si c'est bien ou pas aujourd'hui pour l'instant. D'accord. Si ça répond en tout cas à la problématique. Oui. Est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait des monopoles technologiques qui sont en train de se... C'est déjà le cas ? De se mettre en place. Par rapport à ? Sur quel sujet tu vois des monopoles technologiques, par exemple ? Sur le cloud, sur un certain nombre de sujets ou d'usages, si tu veux. Que ce soit sur le cloud, par exemple, on est sur du AWS. Voilà, donc il y a à la fois une plateforme de développeurs, Amazon mais il y a Web quand même Services. plusieurs acteurs du C'est cloud. vrai, c'est pour ça que je préfère... Des fois, je parle de quasi-monopole. Mais en réalité, on peut quand même parler de monopole parce que après, quand tu vas avoir, quand c'est pas du monopole, c'est parce qu'en fait, ça va être des usages un peu plus spécifiques. Voilà, des entreprises qui sont un peu plus du sectoriel, mais sur, je dirais de manière, mondialement, AWS, je crois que c'est quoi, c'est 40%. Au final, de la part de marché du cloud, ouais, c'est assez phénoménal. C'est pas loin, donc c'est beaucoup en fait. Même Google rame un peu derrière. Oui, déjà ça va être Microsoft Azure et voilà. Il va y avoir Microsoft Azure et Google derrière. Google est plus petit, Google Cloud, mais voilà, avance très vite malgré tout. Est-ce que c'est un problème du coup uniquement européen cette dépendance ? Non, du tout, c'est mondial. C'est mondial ? Oui, c'est mondial. Enfin, les États-Unis, ils la ressentent pas vraiment, puisque ici, on est en dépendance. Oui, à certaines entreprises, mais qui restent américaines. Donc, oui, voilà. Alors, si on part du principe, si on part de la nationalité, on peut dire à la rigueur, ils ont qu'à gérer leurs géants là où ils sont. Mince, ils y arrivent pas bien, mais c'est pas grave. TikTok, on y revient. Voilà, mais oui. Après, évidemment, c'est des quasi-monopoles, c'est-à-dire. Et puis, je dirais même que tu pourrais dire qu'il y a toujours des alternatives. Dire, si tu veux pas utiliser AWS, tu peux très bien aller chez un Européen aussi. Tu peux y aller. En tant qu'entreprise. Ça existe. Bah oui, en tant qu'entreprise, tu peux toujours y aller. Tu peux utiliser d'autres réseaux sociaux. Tu peux utiliser d'autres outils de bureautique que Google Doc. Voilà. Ouais, mais justement, ça c'est l'argument qui nous est donné quand on parle de souveraineté, parce que c'est aussi un mot, voire un gros mot pour certains, parler de souveraineté technologique. Et on nous dit souvent, oui, il y a des solutions alternatives. Mais en gros, personne n'en veut parce que c'est pas aussi puissant que les autres. Et à commencer par le gouvernement. Puissant ou je dirais pas puissant, je veux dire, commode, efficace, user-friendly. Pratique, voilà. En fait, c'est tout ça, c'est ça le truc, à un moment donné. Et d'ailleurs, ça va nous faire un petit switch après, mais à partir du moment où tu centralises les usages, à partir du moment où tu inventes ce truc de dire, quand tu te connectes à ton compte Chrome, enfin à ton navigateur, ça y est, à partir de là, tu as accès à toute la bureautique et à tout ce que tu veux en ligne à partir de ton code.
Évidemment, enfin, je veux dire, c'était évident qu'après, tu as une dépendance qui se fait et avec l'ensemble, en gros, l'émergence d'un web avec tant d'informations et tant d'outils fait que tu allais forcément aller vers une centralisation chez quelques acteurs, chez l'un ou l'autre. C'est ce que les designers appellent évident. le frictionless. On enlève tous les points irritants pour justement packager une offre globale. Absolument. Donc là, maintenant que ce monopole, parce que c'est quand même ça, un monopole d'usage est là, c'est difficile de le déconstruire. Oui. Et c'est pour ça qu'en Chine, par exemple, ils font les super apps. Et c'est pour ça qu'Elon Musk, qui arrive un petit peu en retard, même s'il a commencé avec PayPal sur le numérique, qui était du coup un truc plutôt numérique, en termes de plateforme, si on parle d'écosystème, il est vraiment à la bourre. Et c'est pour ça que dans sa tête, il se dit, le truc, c'est la super app. Pourquoi ? Parce que c'est quoi une super app ? Peut-être expliquons ça en deux mots, qui nous vient de la Chine, c'est les premiers à avoir développé. En fait, une super app, c'est une application, on pourrait dire, sur un téléphone, à la base, qui permet en gros de créer une surcouche où on va avoir tous les services de la commodité. Donc par exemple en Chine, sur WeChat, tu vas avoir non seulement le réseau social, certes, le fait de pouvoir communiquer dessus, mais tu vas aussi avoir la possibilité de payer ton parking, payer ton resto, de prendre ton abonnement n'importe quel abonnement en fait, de service. En fait, tout est centralisé maintenant dans WeChat. Dans une seule appli. C'est ce que, par exemple, des acteurs comme WhatsApp de Meta essayent de faire aussi progressivement. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, ça vient de la Chine à la base. Et pourquoi ? C'est tout simple. C'est que de toute façon, ils avaient déjà le monopole justement des GAFAM américains. Aujourd'hui, ils sont moins présents, mais il y a quelques années, il y avait beaucoup d'usage de Google, de Microsoft dans les administrations. C'était Microsoft. Enfin voilà. Et en fait, ils sont revenus là-dessus et ils ont créé notamment des super apps qui leur permettent de prendre, de trouver une alternative en fait au monopole des entreprises américaines. La super app en Chine, on comprend à la limite, tu vois, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'interdire justement ? Est-ce qu'on peut réguler ? Est-ce qu'on peut mettre un cadre à cela, c'est-à-dire pour éviter tout monopole et sans rentrer dans des logiques de protectionnisme qui pourraient être discutables elles aussi ? Mais est-ce qu'on peut dire à un moment donné, oui, à différentes apps, y compris chez Alphabet qui cherche à couvrir un petit peu près tous les sujets, mais non à la super app, parce que là, pour le coup, tu as un effet de réseau qui est tel que tu es totalement dépendant, tu peux jamais en sortir. La super app n'est pas le pire modèle possible, non. Non, parce qu'en fait, je veux dire, à partir du moment où tu as un Android, l'Android de Google et non pas l'AOSP, parce qu'Android, tu as deux, si vous savez, l'AOSP, la version AOSP d'Android, c'est la version open source d'Android, et du coup, tu peux récupérer AOSP et en faire ton environnement de téléphone. C'est ce que fait par exemple Murena.io de Gaël Duval. Voilà, on peut avoir un téléphone dégooglisé qui utilise malgré tout Android. Mais quand tu utilises l'Android de Google, c'est ce que notre réalisateur a, pardon. Ça y est, il s'est réveillé. Non, mais parce que c'est ça la vraie alternative en fait. S'il y a des alternatives, voilà, mais s'il y a des alternatives à mettre en avant, c'est celle-là en fait. C'est celle qui centralise justement nos usages. Par exemple, Android, plutôt que d'utiliser l'Android de Google, il faut favoriser des téléphones sur AOSP comme Murena.io par exemple. Tu milites pour l'open source, ça fait déjà 2 fois finalement que tu reviens l'open source, au fait d'avoir des systèmes ouverts. Mais c'est pas seulement faire de l'open source pour faire de l'open source, pour faire du logiciel libre, c'est du logiciel ouvert dans le sens, j'en fais quelque chose qui centralise les usages, qui permet de sortir des dépendances d'usage qu'on a, pour en créer d'autres, certes, mais d'autres qui soient moins sujettes en fait au capitalisme de surveillance, quoi. Voilà. Et ça, il faut changer en fait notre centralisation. Maintenant, tu parlais de la super app. Est-ce qu'il faut interdire ce modèle-là ? Je pense que c'est pas ça. Il y a plusieurs choses à prendre en place. Déjà, tu parlais du protectionnisme comme quelque chose qui est pas bien, un gros bout, etc. Non, qui peut être discutable lui aussi. Qui peut être discutable, voilà. Je pense qu'il faut faire du protectionnisme ciblé. Voilà, ce que certains, il y avait des Suédois qui appelaient ça du protectionnisme modéré. Enfin bon, bref, c'est du protectionnisme ciblé. En gros, c'est pas je ferme tout, mais par contre, je choisis certains domaines. Par exemple, le numérique en santé, le militaire, le renseignement, voilà, tout ce qui est en fait de questions sécuritaires, finances, éducation et santé. Vraiment des piliers de la société. Ça, oui, tu fais du protectionnisme ciblé. Ce serait logique en fait. Par contre, sur le reste des usages, les usages d'autres. Voilà, si par exemple tu fais de la bureautique dans une société, je sais pas, qui a pas d'intérêt stratégique, voilà, il y a moins d'intérêt à faire du protectionnisme ciblé, par exemple. Les enjeux sont pas les mêmes. Et au-delà de ça, oui, en effet, tu fais en sorte que les acteurs européens travaillent ensemble sur de l'open source, sur des logiciels ouverts. Pourquoi pas, je veux dire, en maillage, parce qu'en informatique, tu peux le faire.
en fait. Et pour autant, tu continues à avoir un modèle rentable, puisque tu payes toujours pour les outils que tu utilises. Même nous, on utilise, que ce soit auprès des géants ou auprès d'acteurs européens, tu payes en fait. Donc ça reste des modèles rentables. Pourquoi on a autant de mal? Ouais, voilà, en l'état actuel des choses, c'est crédible, ça, on peut le faire. Mais évidemment que c'est crédible. Le problème, le problème, en fait, c'est pas moi qui le dis toute seule. Je pense que si vous voulez, il y a beaucoup de gens de l'écosystème qui, depuis des années, se disent mais c'est pas possible. Voilà. Non, mais techniquement, c'est faisable, on est d'accord. Et puis on a des acteurs. Le problème, c'est l'être humain. Ouais, mais lequel C'est l'économie. Le problème, c'est l'économie. Le client. Alors tous, ou le à tous les politique. niveaux. Ouais, le politique, qui jusqu'à présent a toujours préféré mettre ses billes dans les grands, c'est-à-dire les grands télécoms, ou alors les grands Airbus ou les grands projets européens qui fonctionnent pas, plutôt que de capitaliser sur un maillage de PME qui est notre force en Europe. Sur du logiciel, ça peut fonctionner, pas dans d'autres secteurs, mais dans le logiciel, France, ça peut marcher. On a quand même le crédit impôt recherche qui soutient énormément ce type de dispositif. Oui, c'est là où les autres. Et dont on dit souvent que c'est du saupoudrage d'ailleurs. On reproche souvent au gouvernement français de saupoudrer quand on fait ça du coup. Il y a ça au départ, mais ensuite il y a aussi autre chose. Il y a l'écosystème lui-même, c'est un panier de crabes terrible avec une concurrence de fou, avec des acteurs aussi qui de toute façon veulent garder leurs produits et ne seraient pas prêts aujourd'hui à travailler ensemble sur la même technologie. Et alors qu'en fait, en termes de numérique, on serait beaucoup plus fort si on faisait ça. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on ne travaille pas suffisamment ensemble. On ne travaille pas suffisamment ensemble. En France et en Europe, ou c'est très français, européen, c'est pareil. Enfin, de ce côté-là, je pense, en France, je connais bien le panier de crabes français, mais je pense que c'est la même chose ailleurs. Honnêtement, je pense que c'est la même chose dans d'autres pays. Après, il faudrait faire voilà. Mais en fait, voilà, on a loupé pas mal de coches, je pense, de travailler déjà ensemble en France et au niveau européen. N'en parlons pas. Il y a eu des initiatives qui se sont souvent révélées être des échecs pour diverses raisons, bien sûr. Tu penses à quelle initiative? Oh bah alors, par exemple. Non, mais avant ça, je veux déplier le truc. Donc il y a le politique, certes, il y a l'écosystème d'acteurs panier de crabes, et il y a aussi l'utilisateur qui, on peut pas trop lui reprocher à la base, mais tout de même, il n'y a pas d'engagement de l'utilisateur. La plupart des gens ne voient pas l'intérêt, en fait, pour eux, d'utiliser des alternatives. Ils ont mis déjà du temps à comprendre que quand ils mettent leurs données personnelles, ça peut se retourner contre eux. En fait. Est-ce que c'est, on peut pas vraiment les blâmer, honnêtement. Non, on peut pas vraiment les blâmer. Le storytelling. Et surtout, on a une telle charge cognitive due à l'accumulation d'informations et d'outils qui fait que, évidemment, on va pas leur dire non, mais en fait, à partir de maintenant, il va falloir que tu t'inscrives à 10 plateformes différentes et que tu rentres ton code à chaque fois, parce que sinon, c'est pas sécurisé. Ça me fait penser à April, ça me fait penser aux chatons, feu les chatons. Et oui, voilà, c'est ça. Oui, ça existe, mais je crois que ça fait depuis un moment qu'on peut plus prendre d'hébergement chez eux. Là, pour le coup, là, je le précise, c'est pas pour notre audimat que je pose la question, mais c'est bien pour l'audimat. C'est pas vous les gars, mes petits chatons. Non, les chatons, c'était donc une association. Mais je vais t'en parler. C'est une association qui permettait d'ouvrir en fait des espaces d'hébergement, sur le cloud, et il y avait plein d'alternatives justement aux GAFAM avec plein de petits logiciels libres, etc. Et ça, Framasoft aussi fait toujours d'ailleurs, mais différemment. Et d'ailleurs, Framasoft, ils ont fait un truc bien en fait, c'est qu'ils se sont dit on va arrêter de saupoudrer nos efforts partout et on va se concentrer sur certains logiciels. Tout à fait. Et voilà, mais si tout le monde, en fait, si toutes les entreprises françaises et européennes travaillent ensemble comme un Framasoft, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque alors? Pas de problème. Tu es nommée nouvelle commissaire européenne à la place de Thierry Breton, ou tu es nommée à la place de Clara Chapaz, secrétaire d'État au numérique. On te souhaite même d'être ministre délégué, voire même ministre. Secrétaire d'État, ça ne servira à rien au niveau national. Merci de le rappeler. Non, mais bon, on peut. Bon, je suis désolée, je suis peut-être un petit peu trop critique, mais je pense qu'au niveau, l'échelle n'est pas forcément au niveau national. On peut faire des choses, on peut faire des choix. En tout cas, par exemple, le premier choix que je ferais, c'est en termes de données de santé. Parce qu'on a fait n'importe quoi ces dernières années là-dessus au niveau français, notamment du numérique en santé. Donc protéger les données de santé et faire en sorte qu'aussi que l'allocation de moyens soit au bon endroit. Par exemple, la cybersécurité des hôpitaux aussi, ce serait pas mal aussi de mettre de l'argent là-dessus. Donc là, ce serait la santé, je pense, au niveau national, et la santé et l'éducation. Voilà, parce que c'est pareil en termes d'éducation, les universités. Sur l'éducation, c'est plutôt pas. Google, c'est love forever, quoi. Du coup, c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle qu'elle soit logée dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le secrétaire d'État de Clara Chapaz. On va voir quel pouvoir elle a. Voilà, parce que quand tu es secrétaire d'État, t'as pas de budget à toi. Voilà, c'est bien le sujet, effectivement, secrétaire d'État ou ministre délégué, voire ministre. Voilà, donc faut voir. Et puis c'est pas non plus du coup un poste interministériel. Exactement. Et ça, c'est dommage aussi. Et par contre, au niveau européen, il y aurait quand même une condition, c'est que par exemple, on a parlé de Schrems 2 tout à l'heure. Schrems 2, c'était une super occasion de renverser en fait les règles du jeu. Et ça nous a échappé
parce que avec l'arrivée de la guerre, enfin avec le début de la guerre en Ukraine, problématique sur le gaz, négociations sur le gaz de schiste américain, évidemment, le sujet des données au même moment a été mis de côté totalement. Ça a même été un deal. Ça a été totalement un deal, objet en fait. de tractation. Et donc là, déjà, on voit du coup, oui, officieux, mais en fait, c'est tellement clair, ça a été tellement clair que, je veux dire, c'est... La concordance des temps était assez incroyable. Voilà, ou alors, fallait le faire beaucoup plus discretos. C'est pas vraiment la spécialité d'Ursula von der Leyen, apparemment. Et donc, du coup, encore une fois, le numérique est sous-estimé, entre guillemets, parce qu'il y a un sujet plus urgent. Donc, si tu es commissaire d'État sur les questions numériques, faut déjà ne pas avoir trop les mains liées. Il faut que ce soit vraiment reconnu comme un sujet important, stratégique. Et après, oui, au niveau européen, il y a un sacré boulot à faire. Mais pour faire ce travail-là, tu peux pas le faire tout seul au niveau de Bruxelles. Tu ferais quoi comme premier acte, justement, au niveau européen ? Aller voir comment fonctionnent les écosystèmes numériques des différents pays en Europe, déjà, premièrement, et aller faire une analyse, un audit, en fait, des technologies utilisées, en fait. Européenne ou au niveau en Europe européen. Voir si, justement, on peut commencer à créer des groupes ad hoc, c'est-à-dire avec les pays qui fonctionnent sur les mêmes technologies, les expérimentations qui ont été faites depuis 20 ans sur différentes choses, celles qui ont fonctionné, et en fait prendre les meilleurs, en quelque sorte, les meilleurs élèves, les meilleures expérimentations et les faire monter. Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas, t'as sûrement pas, enfin je pense pas que t'aies la réponse, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce sujet-là qui reste critique en Europe ? On a vu le dernier rapport, le rapport Braghi, qui disait qu'on avait quand même une certaine lacune au niveau technologique. Je pense que tous les rapports qu'on peut avoir depuis au moins 15 ans diront exactement la même chose, le même constat, les mêmes problèmes. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'entendre ? Mais parce qu'on veut faire un Airbus du numérique et qu'on préfère payer des cabinets de conseil plutôt que d'aller dans le détail regarder ce qu'il y a sous le capot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, en ce qui concerne le logiciel, des trucs vraiment bêtes et méchants, quoi. Il faut aller voir ce qu'on utilise vraiment, comment travaillent les gens, et puis au niveau européen. Et en fait, je pense qu'il manque vraiment de ça, du terrain, et une envie en fait de faire avec le numérique ce qu'on a fait avec l'aéronautique. Ça peut pas fonctionner. C'est pas du tout les mêmes industries, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et en plus de ça, alors pour le coup, en plus de ça, on n'est pas du tout d'accord. Mais c'est pour ça, ça me fait sourire. C'est pour ça. On n'est pas du tout d'accord. Mais là-dessus, pour le coup, il est possible que je savais même pas qu'ils pensaient ça. Mais on peut pas du tout faire un Airbus européen. Par contre, le numérique permet de faire quelque chose de complètement différent, et c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à dire faisons un maillage, un maillage européen. Ça peut fonctionner sur un socle commun en fait, mais il faut commencer petit. Voilà. Donc si j'étais au niveau européen, si j'avais vraiment les mains libres et le pouvoir au niveau européen, je commencerais en effet par faire un premier audit, aller voir quelles initiatives fonctionnent et les faire grandir au niveau européen. Et proposer des initiatives pour que ça puisse fonctionner en maillage. Absolument. Ça c'est pour la partie logicielle, mais évidemment quand on parle numérique, on a tendance à l'oublier. Il y a quand même des investissements massifs qui sont faits aussi sur les infrastructures. Ah oui. Les data centers, évidemment, les câbles, et on pense beaucoup aux câbles sous-marins en particulier qui deviennent vraiment un actif stratégique. Et surtout ces actifs stratégiques de l'infrastructure, là encore, les big tech s'en mêlent en investissant eux-mêmes de plus en plus dans les câbles sous-marins. On pense notamment à Meta, à Google, mais aussi à Amazon et à d'autres. Il faut penser aux Chinois aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette inversion-là, et le fait que les big tech rentrent finalement aussi sur ces sujets-là? Ouais. En fait, ça fait depuis 2012 qu'ils ont commencé à investir, d'abord timidement sur des petits bouts de câbles. Celui qui investit le plus, c'est Google. Vraiment, il a une vingtaine de câbles, soit en copropriété, soit en propriété unique, ce qui est inédit dans l'histoire du câble, quand même. C'est-à-dire des méga câbles qui appartiennent uniquement à Google, avec quelques allocations de fibres à des acteurs télécoms, mais propriétaires. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez flagrant. Et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte déjà un changement disons, dans l'industrie des télécoms. Les entreprises de télécommunications n'ont plus suffisamment d'argent pour construire ces nouvelles infrastructures. Orange Marine, par exemple, quand on pose la question de savoir, oui, mais alors pourquoi est-ce que c'est pas vous qui avez construit ce câble-là ? Ils disent, mais on n'a pas les moyens.
Aujourd'hui, quand on veut construire un câble, ce qu'on fait, c'est que du coup, on accepte les projets, plutôt les collaborations, les mini-collaborations éventuellement, mais qui vont être en fait l'idée par les Chinois ou les Américains qui, eux, ont les moyens de le faire, parce que ça coûte très cher. Et ça coûte très cher ensuite en maintenance aussi. Il faut quand même rappeler que Orange, c'est les seuls câbliers, il me semble, en Europe aujourd'hui qui déploient du câble. Alors, faut faire attention, faut pas tout mélanger. Tu as le propriétaire de câble, et après, tu as les navires câbliers. Oui. Les navires câbliers, c'est la logistique. Voilà. Et en effet, de ce point de vue-là, Orange Marine, en termes de navires câbliers, aujourd'hui, c'est pas eux qui les fabriquent. Voilà, c'est pas eux qui les fabriquent. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pouvoir agir en maintenance et en effet, éventuellement reposer certains bouts de câbles, etc. Donc ils vont pouvoir. Et c'est intéressant d'ailleurs de les garder parce que ça permet, lorsqu'il y a un incident sur un câble, d'avoir un acteur important. Donc, parmi les seules, en effet, flottes de navires câbliers en capacité d'agir sur des câbles sous-marins. Donc ça, c'est un actif stratégique important à protéger. Ça reboucle avec la toute première séquence où on parlait effectivement de l'Atlas et des différentes parties du globe où il y avait des enjeux particuliers qui sont aussi des câbles attaqués. Ou en tout cas qu'on essaye de saboter, donc c'est un enjeu tout particulier. Oui, ça me permet de clôturer notre entretien là-dessus. Un grand merci Ophélie. Je passe un petit coucou à Tom qui est justement câblier et qui déroule du câble, lui, toute l'année. Et on a été ravis de t'avoir avec nous. Et merci puis pour vous qui nous écoutez, restez là encore 5 minutes, c'est l'heure du débrief. Merci Ophélie. Merci Ophélie, au revoir. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Bon, encore un super épisode. En revanche, on quitte Ophélie qui est un tout petit peu déçue parce qu'elle n'a pas pu nous parler suffisamment des data centers et du rôle des data centers. Mais on en reparlera dans un prochain épisode certainement. Qu'est-ce que vous retenez, les gars ? Le maillage. Le maillage. Camoulox. Le maillage. Et je vous laisse avec ça. Le maillage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Thibaut, c'est bien. T'as retenu un mot, le maillage. Oui, c'est tout. Alors vas-y, raconte. Non, le maillage. Le fait que on cherche absolument à faire un nouvel Airbus, qu'on veut essayer de recréer un nouveau géant. On en parle partout, etc. Et pour elle, effectivement, c'est plutôt une coordination globale européenne et en s'appuyant sur toutes les technologies que l'on peut avoir. Et quelque part, le maillage, c'est pas une entreprise qui fera tout, c'est une association d'entreprises. Ouais. Et c'est ça que moi je retiens. Et cette notion de maillage, elle amène en plus à plusieurs niveaux, effectivement sur le logiciel avec des associations d'entreprises, comme associations groupement, on va dire, ou coopération d'entreprises pour qu'elles deviennent plus fortes ensemble. Aussi sur les infrastructures, les data centers, les câbles, etc., etc. Je pense qu'on peut relier cette idée du maillage sur laquelle elle a beaucoup insisté avec une autre idée sur laquelle elle a insisté aussi, c'est l'open source. Ah bah oui. À la fois pour sortir de l'ornière de la dépendance qu'ont les États avec certaines technologies, big ou pas d'ailleurs. L'open source permettrait de remettre de l'ouverture, de la traçabilité sur ce qui est fait. Et puis aussi pour sortir du capitalisme de surveillance. Elle a quand même lâché le mot pendant l'épisode. Et donc de notre dépendance finalement à quelques technologies qui profitent de nous pour faire des profits assez intéressants. Alors précisément sur ces quelques technologies, elle a beaucoup insisté sur les notions de monopole ou d'oligopole. Elle a mentionné plusieurs fois Alphabet pour nous rappeler que eux, c'est de A jusqu'à Z qu'ils veulent couvrir l'ensemble de nos besoins et présider ainsi à notre destinée, qu'elle soit en matière de santé, qu'elle soit en matière de défense. Et c'est là que le bas blesse. Et du coup, moi je retiens quand même, puisqu'on a parlé un peu de protectionnisme avec elle, qu'elle nous disait le protectionnisme, c'est pas forcément un mal, ça peut être un mal nécessaire parfois, mais en tout cas, on peut choisir ses combats. Et donc, une forme de protectionnisme sur les techs qui vont avoir une influence sur notre destinée en matière de santé, en matière militaire, pour reprendre les mêmes thèmes, eh bien, là, ça peut se justifier. L'éducation, quasiment un peu les rôles régaliens et un peu plus. Et puis, il y a un sujet aussi qu'on a bien évoqué, c'est finalement le rôle des entreprises dans la guerre, dans la défense, finalement. Et là, je vous avoue que ça me fait un peu froid dans le dos. Vous savez, moi, j'aime bien terminer plutôt sur des notes optimistes, mais là, honnêtement, ça m'a même fait un petit peu peur. C'est-à-dire, on sent que les États ont de plus en plus besoin d'acteurs privés pour la guerre, pour la défense des États en eux-mêmes, et en même temps de cette dépendance naît des entreprises gigantesques qui prennent un pouvoir faramineux et qui du coup pèsent directement non seulement sur la guerre, mais sur l'équilibre des pouvoirs et les géopolitiques mondiales. Mais c'est là que c'est important aussi à revenir, c'est sur le fait que, encore une fois, les entreprises ne sont pas des démocraties. J'invite toujours à écouter un certain TEDx qui marche plutôt pas trop mal, mais également, ce qui est important... de quoi tu parles. Le TEDx de mon monsieur d'à côté, Cyril Chaudois, qui parle justement... C'était quoi le titre de ton TED, rappelle ?
éviter les GAFAM qui privatisent nos démocraties. Ah oui, c'est ça. Et on est en plein dedans. Et donc, ce sur quoi je veux revenir, c'est qu'il faut absolument qu'on se documente sur c'est quoi la politique du patron du géant de la tech avec qui on va s'associer. Et c'est absolument ça sur lequel il faut qu'on regarde. Écoute, il y a un patron sur lequel qui arrive à faire l'unanimité, Musk. Ouais. Alors, il a été traité de con, si je me souviens bien, par Luc Julia. Cédric Villani ne voulait même pas en entendre parler. Et donc, c'est un fou. C'est un fou. Voilà. Mais je crois que je valide à peu près les 3 termes. Mais on parle beaucoup de Musk, en revanche. Oui, vas-y. Je peux juste finir sur Musk, puisque c'est quand même lui qui a été demandé par Donald Trump pour faire un audit des finances américaines. Oui, c'est-à-dire aussi que Trump s'est découvert un amour fou pour les cryptos, bizarrement, depuis qu'il est financé par Musk. Mais comme on parle beaucoup de Musk, et toi, je voudrais quand même que tu dormes tranquille, puisque tu nous dis que tu fais des cauchemars maintenant. Non, mais il faut quand même se rappeler qu'elle nous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau sous le soleil, qu'en réalité, on avait toujours eu besoin quand même d'aller chercher des nouvelles technos pour aller faire la guerre, et que les terrains de conflit étaient des laboratoires. Et donc, à côté de Musk, continuons de nous soucier des sociétés comme Clearview ou Palantir, dont on entend beaucoup moins parler, mais qui sont très sulfureuses et qui pourtant frayent pas mal avec le pouvoir, notamment américain. Gardons cette note positive. French Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur les enjeux géopolitiques de la tech. On espère que cet OP épisode avec Ophélie Coelho vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech plus éthique. Pour finir cet épisode en beauté, offrez-nous un dernier geste gratuit, pas cher. Pour protéger l'esprit critique, donnez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un pouce sur YouTube et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. Et parce qu'il faut travailler notre esprit critique toujours et encore, je vous laisse avec une citation de Charles de Gaulle. Rien que ça. Et oui, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. French Tech, esprit critique pour tech éthique.